Le Mistral soufflait avec une violence inhabituelle ce soir de novembre à Marseille, faisant claquer les volets des immeubles haussmanniens qui bordèrent la Canebière. Les palmiers pliaient sous les rafales, tandis que les derniers touristes se réfugiaient dans les cafés encore ouverts. Marc Dubois ajusta sa veste de capitaine des pompiers et consulta sa montre, 22h30. Sa journée avait commencé à 6h du matin avec un incendie dans une boulangerie du quartier de Noailles, suivi d'un accident de la circulation sur l'autoroute A7. Maintenant, il rentrait enfin chez lui, épuisé mais satisfait d'avoir encore une fois servi sa ville. Capitaine Dubois, nous avons reçu un appel concernant des câbles électriques arrachés près du vieux port, grésilla la radio accrochée à sa ceinture. Marc poussa un soupir résigné. À 42 ans, il dirigeait la caserne depuis 15 ans et connaissait bien ces nuits où Marseille semblait multiplier les urgences. « J'y vais !» répondit-il d'une voix ferme, redirigeant ses pas vers les ruelles pavées qui descendaient vers le port historique. L'odeur salée de la Méditerranée se mêlait au parfum de bouillabaisse qui s'échappait des restaurants encore ouverts. Marc aimait cette atmosphère unique de Marseille, cette ville où les cultures se mélangent depuis des siècles, où chaque pierre raconte une histoire. En passant devant la basilique Notre-Dame de la Garde qui veillait majestueusement sur la cité phocéenne, il repensa à sa propre histoire. Son divorce remontait à 3 ans maintenant, et sa fille Léa, aujourd'hui âgée de 16 ans, lui en voulait encore de ne jamais être présent lors des moments importants de sa vie. « Tu choisis toujours ton travail avant ta famille », lui avait-elle reproché lors de leur dernière conversation téléphonique. Arrivé près du quai des Belges, Marc inspecta les dégâts causés par le vent. Les câbles pendaient effectivement dangereusement au-dessus de la chaussée. Il contacta immédiatement EDF pour une intervention d'urgence et commença à sécuriser le périmètre avec les cônes de signalisation qu'il gardait toujours dans sa voiture de service. C'est alors qu'il entendit des pleurs étouffés provenant d'une ruelle adjacente, entre 2 restaurants fermés. « Il y a quelqu'un » lança-t-il en s'approchant prudemment. Dans l'obscurité, éclairé seulement par un réverbère vacillant, il distingua une petite silhouette recroquevillée contre un mur. Une fillette d'environ 8 ans, vêtue d'une robe bleue sale et déchirée, sanglotait silencieusement. Ses cheveux bruns emmêlés encadraient un visage maculé de larmes et de poussière. Marc s'agenouilla délicatement devant elle, adoptant cette voix douce qu'il utilisait avec les victimes traumatisées. « Bonjour ma puce, je suis Marc, je suis capitaine des pompiers. Tu n'as rien à craindre, je suis là pour t'aider. » La petite fille leva vers lui de grands yeux verts emplis de terreur, mais aussi d'une lueur de reconnaissance troublante. « Marc » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Tu t'appelles vraiment Marc ?» Le capitaine fronça les sourcils, surpris qu'elle connaisse son prénom alors qu'il ne s'était présenté qu'il y a quelques secondes. « Oui, c'est ça. Et toi, comment tu t'appelles » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle pour se mettre à sa hauteur. « Emma » chuchota-t-elle en essuyant ses larmes du revers de sa manche. « Emma, je te cherchais. » Cette phrase glaça Marc jusqu'aux os. Comment cette enfant pouvait-elle le chercher alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés ? « Tu me cherchais ? Mais on ne se connaît pas, ma petite Emma. » L'enfant le regarda avec une intensité déconcertante pour son âge. « Si, on se connaît. Tu as une fille qui s'appelle Léa, et elle est fâchée contre toi parce que tu n'étais pas là pour son spectacle de danse l'année dernière. Tu bois ton café sans sucre le matin et tu as une cicatrice sur la main droite à cause d'un accident quand tu étais petit. » Marc sentit son sang se figer. Comment cette enfant pouvait-elle connaître des détails aussi intimes de sa vie ? Il observa attentivement Emma, cherchant une explication rationnelle, mais ne trouva dans ses yeux que de l'innocence et de la peur. « Où sont tes parents, Emma ?» demanda-t-il en tentant de maîtriser le tremblement dans sa voix. « Je ne sais pas, » répondit-elle en recommençant à pleurer. « Je me suis réveillée dans cette rue et j'avais très peur. Mais je savais que tu allais venir me chercher, Marc. Je le savais. » Le capitaine passa une main dans ses cheveux grisonnants, essayant de comprendre cette situation surréaliste. Il avait vu beaucoup de choses étranges dans sa carrière, mais jamais rien de tel. Le vent redoublait d'intensité, faisant tourbillonner les feuilles mortes autour d'eux. Emma frissonna dans sa petite robe, et Marc n'hésita pas à retirer sa veste pour l'en envelopper. « On va d'abord te mettre au chaud, et ensuite, on va retrouver ta famille. D'accord ?» dit-il avec cette assurance naturelle qui caractérisait son leadership. Emma hocha la tête et glissa spontanément sa petite main dans la sienne. En remontant vers sa voiture, Marc ne pouvait s'empêcher de jeter des regards à cette mystérieuse fillette qui marchait à côté de lui, avec une confiance déconcertante. Comment expliquer qu'elle connaisse des détails sur sa vie privée, que même ses collègues ignoraient? Et surtout,
Pourquoi avait-il l'étrange impression que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard? Dans le ciel marseillais, les étoiles brillaient entre les nuages chassés par le Mistral, témoin silencieux de cette nuit qui allait changer la vie de Marc Dubois à jamais. Une fois Emma installée dans la voiture avec le chauffage au maximum, Marc contacta sa caserne pour signaler la découverte d'un enfant perdu et demander qu'on vérifie les signalements de disparition. Mais au fond de lui, il pressentait déjà que cette affaire ne serait pas ordinaire et qu'Emma allait révéler des secrets qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. Le commissariat du 2e arrondissement bourdonnait d'activité, malgré l'heure tardive. Marc tenait fermement la main d'Emma tandis qu'ils attendaient dans le hall d'accueil aux murs beige défraîchis. La fillette n'avait pas lâché sa main depuis qu'ils avaient quitté le Vieux-Port, comme si elle craignait qu'il disparaisse. L'inspecteur Sophie Martineau, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts et au regard perçant, les accueillit avec un sourire professionnel mais chaleureux. « Bonsoir Marc, encore une intervention nocturne ?» demanda-t-elle en guidant le duo vers son bureau. Sophie et Marc se connaissaient depuis des années, ayant collaboré sur de nombreuses affaires d'urgence à Marseille. « Cette fois c'est différent, Sophie », répondit Marc en s'installant sur une chaise en plastique inconfortable. Emma blottit contre lui. « Cette petite fille me cherchait, selon ses dires, et elle connaît des choses sur ma vie qu'elle ne devrait pas savoir. » Sophie haussa un sourcil sceptique tout en ouvrant un dossier sur son ordinateur vieillissant. « Les enfants traumatisés disent parfois des choses étranges, Marc, tu le sais bien. » Elle se tourna vers Emma avec douceur. « Bonjour ma belle, je suis l'inspecteur Martineau. Tu peux me dire ton nom de famille ?» Emma serra plus fort la main de Marc avant de répondre d'une voix à peine audible. « Emma Rousseau. » L'inspecteur tapa le nom dans sa base de données, fronçant progressivement les sourcils. Après plusieurs minutes de recherche, elle leva un regard perplexe vers Marc. Aucune Emma Rousseau n'a été signalée disparue dans la région PACA ces dernières semaines, ni dans toute la France d'ailleurs. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment c'est possible? Une enfant de 8 ans ne peut pas disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Emma regardait alternativement les deux adultes, ses grands yeux verts reflétant une maturité troublante pour son âge. « Mes parents ne me cherchent pas, » dit-elle simplement, comme si c'était une évidence. « Ils ne peuvent pas me chercher. » Cette phrase cryptique fit écho dans le bureau silencieux, ponctué seulement par le ronronnement de l'ordinateur et le bruit distant de la circulation sur la canebière. Sophie décida d'adopter une approche différente. « Emma, tu te souviens où tu habitais avant? Dans quel quartier de Marseille ?» La fillette secoua la tête. « Je n'habitais pas à Marseille, mais je savais que Marc était ici, alors je suis venu le chercher. » Marc échangea un regard inquiet avec Sophie. « Comment tu savais que j'étais ici, ma puce ?» demanda-t-il en caressant doucement les cheveux emmêlés d'Emma. « Parce que tu es mon papa », répondit Emma avec une simplicité déconcertante. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Marc sentit son cœur s'arrêter de battre. « Quoi, Emma? Je ne peux pas être ton papa. J'ai une seule fille, Léa, et elle a 16 ans. » Mais même en prononçant ces mots, il scrutait attentivement le visage d'Emma, cherchant inconsciemment des ressemblances. Sophie toussauta discrètement. « Marc, est-ce que tu as eu d'autres relations avant ton mariage avec Catherine ?» Marc rougit légèrement, mal à l'aise d'évoquer sa vie privée devant Emma. « Bien sûr, mais jamais rien de sérieux. Et surtout, je n'ai jamais eu d'autre enfant. Je m'en souviendrai, non ?» Sa voix trahissait pourtant une pointe d'incertitude qui n'échappa pas à l'inspecteur. Emma leva son petit visage vers Marc avec une expression de tendresse infinie. « Tu ne te souviens pas de maman? Elle s'appelait Marie et elle avait les cheveux comme les miens. Elle disait toujours que tu étais le plus courageux des hommes, que tu sauvais les gens. » Marc sentit sa respiration se faire plus courte. Marie, ce prénom réveillait en lui des souvenirs flous, comme des fragments d'un rêve oublié. « Marie Rousseau », murmura-t-il, et soudain une image fugace traversa son esprit. Une jeune femme aux cheveux bruns bouclés, un sourire lumineux, une terrasse de café près du Vieux-Port. Il avait 22 ans, elle en avait 19. Leur relation avait duré 3 mois, juste avant qu'il intègre l'école de formation des pompiers. Elle était partie soudainement, sans explication, laissant juste un mot disant qu'elle devait retourner dans sa famille dans le Nord. Sophie observait attentivement les expressions qui se succédaient sur le visage de Marc. « Tu te souviens de quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Marc hocha lentement la tête, les pièces du puzzle commençant à s'assembler dans son esprit troublé. Il y a eu une Marie, il y a longtemps, mais elle est partie sans rien dire. Je n'ai jamais su pourquoi. Elle était enceinte, dit Emma avec cette assurance tranquille qui la caractérisait. Elle avait peur de te le dire parce qu'elle pensait que ça gâcherait ta carrière.
Alors, elle est partie, et elle m'a élevé toute seule. Marc sentit ses jambes se dérober sous lui. Les calculs s'imposaient à son esprit. Emma avait 8 ans. Marie était partie il y a 9 ans. Les dates correspondaient parfaitement. « Où est Marie maintenant ?» demanda Sophie avec délicatesse, pressentant que la réponse ne serait pas facile à entendre. Emma baissa les yeux, et pour la première fois depuis leur rencontre, Marc la vit vraiment comme l'enfant vulnérable qu'elle était. Elle est morte il y a 3 semaines, dans un accident de voiture près de Lille. C'est là qu'on habitait. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Marc sentit son monde s'effondrer. Non seulement il découvrait l'existence d'une fille qu'il n'avait jamais connue, mais cette petite fille venait de perdre sa mère et s'était retrouvée complètement seule. « Emma », murmura-t-il en la prenant dans ses bras. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Elle se blottit contre lui, et pour la première fois il remarqua qu'elle avait ses yeux, cette même couleur verte particulière qu'il tenait de sa propre mère. « Les services sociaux allaient me placer dans une famille d'accueil », expliqua Emma entre 2 sanglots. « Mais maman m'avait toujours parlé de toi. Elle m'avait dit que tu étais à Marseille, que tu étais pompier, et que si un jour il m'arrivait quelque chose, je devais venir te trouver. Alors je me suis enfui de l'hôpital où il m'avait mise et j'ai pris le train. » Sophie et Marc échangèrent un regard ému. Cet enfant de 8 ans avait traversé la France seule pour retrouver un père qu'elle n'avait jamais rencontré, guidé seulement par les histoires de sa mère décédée. « Comment tu as fait pour me retrouver exactement ?» demanda Marc, encore sous le choc de ces révélations. « J'ai demandé à la dame de l'office de tourisme où était la caserne des pompiers. Et puis j'ai attendu dans le quartier. Je savais que tu viendrais parce que maman disait que tu étais toujours là quand les gens avaient besoin de toi. » Cette phrase simple mais profonde toucha Marc au plus profond de son âme. Cet enfant avait eu plus de foi en lui que sa propre fille, Léa. La nuit marseillaise s'étirait, et dans ce bureau de commissariat au néon fatigué, 3 vies venaient de basculer à jamais. Marc regardait cette petite fille qui ressemblait tant à Marie, et pour la première fois depuis des années, il ressentit autre chose que de la culpabilité concernant sa vie familiale. L'appartement de Marc dans le quartier de Mazargues était plongé dans un silence inhabituel. Emma dormait profondément dans le canapé du salon, enveloppée dans une couverture polaire bleue. Marc l'observait depuis la cuisine, une tasse de café noir à la main, incapable de trouver le sommeil. Il était 4 heures du matin, et les événements de la nuit tournaient en boucle dans son esprit fatigué. Cet enfant était sa fille, sa propre chair et son sang, qu'il découvrait à 8 ans, orpheline et traumatisée. Son téléphone vibra discrètement sur la table basse. Un message de Sophie. « J'ai contacté les services sociaux de Lille. Emma dit vrai. Marie Rousseau, 28 ans, décédée dans un accident de voiture le 3 novembre. Une fille, Emma, 8 ans, en fuite depuis 1 semaine. Ils la cherchent partout. Test de paternité recommandé pour régulariser sa situation. » Marc soupira profondément. Bien qu'il n'ait désormais plus aucun doute sur la filiation, les procédures administratives allaient être complexes. Il s'approcha doucement du canapé et s'agenouilla près d'Emma. Dans son sommeil, elle avait l'air si paisible, si fragile. Ses cheveux bruns bouclés encadraient son visage angélique, et Marc retrouvait effectivement les traits de Marie, cette jeune femme qu'il avait aimée avec la passion de ses 22 ans. Comment avait-il pu l'oublier si facilement? Comment avait-il pu ne jamais chercher à la recontacter après son départ soudain? Emma ouvrit lentement les yeux, comme si elle avait senti sa présence. « Marc » murmura-t-elle d'une voix endormie. « Je suis là, ma puce » répondit-il en caressant doucement sa joue. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête et se redressa péniblement. « J'ai rêvé de maman. Elle était heureuse que je t'ai retrouvée. » Ces mots simples mais chargés d'émotion firent monter les larmes aux yeux de Marc. « Emma, il faut qu'on parle de beaucoup de choses. » commença-t-il en s'asseyant sur le bord du canapé. « Tu sais que j'ai une autre fille, Léa. Elle a 16 ans, et... eh bien, elle ne sait pas que tu existes. » Emma acquiesça gravement. « Je sais. Maman m'avait dit que tu avais fondé une autre famille. Elle n'était pas fâchée. Elle était même contente que tu sois heureux. » Cette maturité déconcertante chez une enfant de 8 ans troublait profondément Marc. Le soleil commençait à se lever sur Marseille, baignant l'appartement d'une lumière dorée. Marc prépara un petit déjeuner simple, tartines grillées, confiture d'abricots et chocolat chaud. Emma mangea avec appétit, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle sourit vraiment. « Tu cuisines comme maman ?» dit-elle entre 2 bouchées. Elle faisait toujours du chocolat chaud quand j'étais triste. Marc sentit son cœur se serrer en imaginant toutes ces années qu'il avait manquées, tous ces moments père-fille qu'il ne rattraperait jamais. Vers 9 heures, Marc dut prendre une décision difficile.
Emma, je dois aller travailler aujourd'hui mais je ne peux pas te laisser seule. Est-ce que ça te dirait de venir voir ma caserne? Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'excitation. Vraiment? Je pourrais voir les camions de pompiers? Marc sourit, touché par cet enthousiasme enfantin qui contrastait avec sa maturité précoce. Bien sûr, ma puce. La caserne de la Canebière était en effervescence matinale. Les pompiers effectuaient leurs vérifications quotidiennes sur les véhicules, testaient les équipements et planifiaient les exercices de la journée. L'arrivée de Marc, accompagné d'une petite fille, suscita immédiatement la curiosité de ces hommes. Lieutenant Pierre Gonzalez, son bras droit depuis 10 ans, s'approcha avec un sourire interrogateur. « Chef, vous nous présentez votre nouvelle recrue ?» plaisanta-t-il en s'agenouillant devant Emma. « Je m'appelle Pierre, et toi ?» Emma regarda Marc comme pour demander la permission avant de répondre. « Emma, je suis la fille de Marc. » Un silence stupéfait s'abattit sur le groupe de pompiers. Pierre écarquilla les yeux, regardant alternativement Marc et Emma. « Sa fille ? Mais chef, vous ne nous aviez jamais dit ? C'est compliqué, Pierre. » coupa Marc d'un ton qui n'invitait pas aux questions supplémentaires. « Emma va rester avec nous aujourd'hui. » Les pompiers, habitués à faire confiance aveuglément à leur capitaine, acceptèrent cette situation inhabituelle sans broncher. Rapidement, Emma devint la mascotte de la caserne. Les hommes lui expliquaient le fonctionnement des pompes, lui montraient les combinaisons de protection, lui racontaient leurs interventions les plus spectaculaires. Caporal Samir Ben Ali, père de 3 enfants, prit Emma sous son aile avec une tendresse particulière. « Tu vois, Emma, ton papa est un héros », lui expliquait-il en nettoyant minutieusement un casque. « Il a sauvé des centaines de personnes depuis qu'il est capitaine. Toute la ville le respecte. » Emma écoutait avec fascination, ses yeux brillants de fierté. Maman disait pareil. Elle disait que c'était le plus courageux de tous. Vers midi, Marc reçut un appel qui allait compliquer encore davantage sa situation. « Papa ?» La voix de Léa résonnait dans son téléphone avec une froideur habituelle. « Je viens ce week-end, comme convenu. Maman a dit que tu étais d'accord. » Marc ferma les yeux, réalisant l'ampleur du défi qui l'attendait. Comment expliquer à sa fille adolescente, déjà en conflit avec lui, qu'elle avait une demi-sœur de 8 ans? « Léa, il faut que je te dise quelque chose d'important. Encore un de tes secrets, » coupa Léa avec amertume. « Laisse tomber, papa. On verra ça ce week-end. » Elle raccrocha avant que Marc puisse répondre. Emma, qui avait entendu la conversation, s'approcha de lui avec cette sagesse précoce qui la caractérisait. « Elle est fâchée contre toi ?» demanda-t-elle doucement. « Un peu, » admit Marc en soupirant. « Mais ce n'est pas ta faute, ma puce. C'est compliqué entre Léa et moi depuis le divorce. Maman disait qu'il faut toujours dire la vérité, même quand c'est difficile, » conseilla Emma en glissant sa petite main dans celle de Marc. Elle disait que les mensonges, ça fait plus de mal que la vérité. Cette leçon de vie donnée par une enfant de 8 ans frappa Marc de plein fouet. Marie avait bien élevé leur fille, lui inculquant des valeurs que lui-même avait parfois du mal à respecter. L'après-midi fut interrompu par une intervention d'urgence. Un incendie dans un immeuble du quartier de Belsons. Marc dut confier Emma à Pierre et partir en trombe avec son équipe. En grimpant dans le camion, il croisa le regard inquiet d'Emma et lui fit un signe rassurant. « Je reviens vite, ma puce. Pierre va s'occuper de toi. » Pour la première fois depuis des années, Marc partait en intervention avec autre chose que son travail en tête. Il avait désormais une raison supplémentaire de faire attention à lui, une petite fille qui l'attendait et qui avait déjà perdu une fois un parent. L'intervention fut délicate mais réussie. Une famille de 5 personnes évacuées saines et sauves, les flammes maîtrisées avant qu'elles ne se propagent aux étages supérieurs. En redescendant de l'échelle, Marc pensa à Emma et à la fierté qu'il avait lue dans ses yeux quand les pompiers lui avaient raconté ses exploits. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment utile, pas seulement professionnellement, mais humainement. Cette petite fille lui avait redonné le sens de sa mission de protecteur, non seulement pour les inconnus qu'il secourait, mais pour sa propre famille qu'il avait trop longtemps négligée. Le samedi matin arriva plus vite que Marc ne l'aurait souhaité. Emma l'aidait à préparer le petit déjeuner dans la cuisine de son appartement, grimpé sur une chaise pour atteindre les placards, quand la sonnette retentit. Marc sentit son estomac se nouer. Léa était en avance comme toujours quand elle était contrariée. Il ouvrit la porte et se trouva face à sa fille de 16 ans, ses longs cheveux blonds attachés en queue de cheval, son sac à dos sur l'épaule et cette expression fermée qu'elle arborait systématiquement en sa présence. « Salut, papa », dit-elle d'un ton neutre en entrant dans l'appartement. Elle s'arrêta net en voyant Emma qui l'observait depuis la cuisine, une cuillère de confiture à la main. « Il y a quelqu'un »
demanda Léa en fronçant les sourcils. Marc prit une profonde inspiration. Le moment tant redouté était arrivé. « Léa, il faut qu'on s'asseye tous les trois. J'ai quelque chose de très important à te dire. » Emma descendit de sa chaise et s'approcha timidement. « Bonjour, dit-elle d'une petite voix. Tu es Léa ? Marc m'a beaucoup parlé de toi. » Léa regarda alternativement Emma et son père, l'incompréhension se muant progressivement en colère. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette petite fille ?» Marc guida ses deux filles vers le salon, cherchant ses mots. Comment annoncer à une adolescente déjà blessée par le divorce qu'elle avait une demi-sœur ? « Léa, cette petite fille s'appelle Emma et elle est… » Il marqua une pause, voyant le visage de sa fille se crisper. « Elle est ma fille aussi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa devint livide. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. « Quoi ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Tu as eu un autre enfant ? Pendant que tu étais mariée avec maman ? » « Non, Léa, écoute-moi, » s'empressa de clarifier Marc en s'approchant d'elle. « Emma est née avant ton arrivée. J'ai connu sa mère, Marie, quand j'avais 22 ans, bien avant de rencontrer ta mère. Mais je ne savais pas qu'Emma existait jusqu'à cette semaine. » Léa recula, secouant la tête avec incrédulité. « Tu ne savais pas ? Comment on peut ne pas savoir qu'on a un enfant ?» Emma, sentant la tension, s'approcha doucement de Léa. « S'il te plaît, ne sois pas fâchée contre Marc, » dit-elle avec cette maturité troublante. Maman ne lui avait jamais dit. Elle pensait que c'était mieux comme ça. Léa baissa les yeux vers cette petite fille qui lui ressemblait étrangement, avec les mêmes yeux verts que leur père. « Ta maman, où elle est ?» demanda-t-elle, sa colère cédant place à la curiosité. « Elle est morte, » répondit simplement Emma. « Dans un accident de voiture. C'est pour ça que je suis venu chercher Marc. Il ne me restait que lui. » Ces mots simples mais chargés d'une immense tristesse touchèrent Léa au plus profond de son cœur d'adolescente. Elle s'agenouilla devant Emma, ses propres problèmes soudain relégués au second plan. « Tu es toute seule ?» murmura-t-elle avec une douceur que Marc ne lui avait pas vue depuis des années. Emma hocha la tête, et Léa la prit spontanément dans ses bras. « Moi aussi je me sens souvent seule, » avoua-t-elle en jetant un regard accusateur à Marc. « Papa est toujours au travail. Il rate tous mes spectacles, tous mes matchs de basket. » Marc sentit la culpabilité le submerger encore une fois, mais Emma se tourna vers Léa avec sérieux. « Marc sauve des gens tous les jours. C'est important aussi. Maman disait qu'il fallait être fier d'avoir un papa héros. »« Un héros qui n'est jamais là » rétorqua Léa avec amertume. Mais Emma secoua la tête énergiquement. « Si, il est là. Hier, à la caserne, tous les pompiers disaient que Marc était le meilleur capitaine qu'ils aient jamais eu. Et quand il y a eu l'incendie, il a sauvé toute une famille. 5 personnes qui sont rentrées chez elles grâce à lui. » Marc observait cette scène surréaliste. Sa fille de 8 ans défendait son honneur auprès de sa fille de 16 ans. Léa regarda son père avec des yeux nouveaux. « Tu l'as emmenée sur une intervention ?» demanda-t-elle, légèrement impressionnée malgré elle. « Elle était à la caserne », expliqua Marc. « Je ne pouvais pas la laisser seule. » Pour la première fois depuis des années, Léa sembla réaliser les responsabilités écrasantes de son père. « Et tu fais ça tous les jours ?» murmura-t-elle. Emma prit la main de Léa et celle de Marc, les rapprochant symboliquement. « On pourrait être une vraie famille, » dit-elle avec l'espoir naïf de l'enfance. Maman disait que l'amour, ça se partage, ça ne se divise pas. Ces paroles d'une sagesse précoce firent fondre les dernières résistances de Léa. Elle regarda son père avec une émotion nouvelle, mélange de pardon et de compréhension. « Papa, » dit-elle d'une voix tremblante, « je suis désolée d'avoir été si dure avec toi. Je ne savais pas. » Marc la prit dans ses bras y incluant Emma dans une étreinte familiale qu'il n'avait jamais osé espérer. « Moi aussi je suis désolé, ma grande. Désolé de ne pas avoir été assez présent. Désolé d'avoir manqué tant de moments importants. » L'après-midi se déroula dans une atmosphère apaisée. Léa emmena Emma découvrir Marseille, lui montrant les calanques depuis la corniche Kennedy, lui faisant goûter la vraie bouillabaisse chez Fonfon, lui racontant l'histoire de la cité phocéenne avec la passion d'une vraie Marseillaise. Marc les suivait, ému de voir ces deux filles créer spontanément une complicité qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le soir, pendant qu'Emma dormait, Léa et Marc eurent leur première vraie conversation depuis des mois. « Papa, qu'est-ce qui va se passer pour Emma ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Les services sociaux accepteront qu'elle reste avec toi ?» Marc avait passé la journée au téléphone avec Sophie et les autorités compétentes. Le test de paternité est prévu lundi, mais c'est une formalité. Ensuite, il y aura une enquête sociale, mais Sophie pense que ça devrait bien se passer. Et moi, j'aurai mon mot à dire, insista Léa. Marc la regarda avec surprise. « Tu veux qu'elle reste ?»
Léa hocha vigoureusement la tête. Elle a besoin de nous, papa. Et moi j'ai besoin d'elle aussi. Ça fait longtemps que je rêvais d'avoir une petite sœur. Cette révélation bouleversa Marc. Dans sa culpabilité de père imparfait, il n'avait jamais imaginé que Léa puisse se sentir seule elle aussi. 3 mois plus tard, la procédure d'adoption était finalisée. Emma avait officiellement rejoint la famille Dubois. Marc avait négocié avec sa hiérarchie pour avoir des horaires plus flexibles, et pour la première fois depuis des années, il assistait au match de Léa et au spectacle d'Emma. Son appartement de Mazarguet avait été remplacé par une maison avec jardin dans le quartier des Goudes, face à la mer. Un dimanche matin de février, alors que le Mistral soufflait moins fort et que le soleil caressait la Méditerranée, Marc regardait ses 2 filles jouer dans le jardin. Emma courait après un ballon sous les encouragements de Léa, ses cheveux bruns voltigeant dans le vent marin. Il repensa à Marie, cette jeune femme courageuse qui avait élevé seule leur fille, en lui parlant de lui avec amour malgré son absence. Son téléphone sonna, une intervention urgente. Pour la première fois depuis qu'il était pompier, Marc hésita, mais Emma accourut vers lui, ayant entendu la sonnerie familière. « Vas-y papa », dit-elle, en lui tendant sa veste. « Quelqu'un a besoin de toi. » Léa acquiesça en souriant. « On t'attend pour le déjeuner, héros. » Marc les embrassa toutes les deux et partit, le cœur léger. Il avait enfin trouvé l'équilibre entre son devoir envers la ville qu'il protégeait et l'amour qu'il devait à sa famille reconstruite. Emma avait eu raison dès le début. Elle l'avait effectivement trouvé, mais en réalité, c'était elle qui l'avait sauvé.